Un grand témoin d'exception, témoin qui a cassé les codes dans son univers professionnel. Et c'est pas le moins cloisonné qui soit. Femme d'origine algérienne, originaire de Seine-Saint-Denis, chef d'orchestre. Madame Zaya Ziouani est aujourd'hui à la tête de l'ensemble symphonique Divertimento. Qui est aussi reconnu qu'atypique sur la scène de la musique classique et qui est classique souvent à tous les sens du terme. Elle s'est donc investie dans beaucoup d'actions de sensibilisation du public défavorisé, de pédagogie et d'enseignement. On va l'accueillir et avant, pour mieux apprendre à la connaître et puis pour la voir aussi en action, on va vous passer un petit reportage et puis on l'accueille juste après. Images. En tapant Zaya Ziouani sur internet, on découvre des titres d'articles élogieux. Leçons de vie et de musique, une chef d'exception ou encore une chef d'orchestre parmi les hommes. Tous soulignent votre particularisme, et pour cause. Allez, c'est parti, merci. Vous voyez le jour à Paris dans une famille d'origine algérienne accompagnée d'une sœur jumelle, Fetouma. Petite, vous rêvez de musique en écoutant les symphonies de Beethoven et Mozart. À l'âge de 8 ans, vous dirigez déjà la chorale de votre école. Mais au moment de vous inscrire au conservatoire avec votre jumelle, il ne reste qu'une place. Qu'à cela ne tienne, votre maman inscrit votre frère, suit les cours avec lui et vous retransmet la leçon en rentrant à la maison. Une fois intégré le conservatoire de Pantin, vous commencez à étudier la guitare, avant de bifurquer vers l'alto pour vous retrouver au centre de l'orchestre philharmonique, car c'est bien la direction de l'orchestre qui vous passionne. En 1995, le grand chef roumain, Sergiu Cilibidac, vous repère et vous prend sous son aile. Après votre bac, vous vous inscrivez quand même à la fac pour suivre des cours d'analyse musicale, d'orchestration et de musicologie. C'est d'ailleurs sur les bancs de l'université que vous repérez les futurs musiciens du grand ensemble que vous lancez à seulement 20 ans, l'OSD, l'Orchestre Symphonique Divertimento. 1, 2, 3 et... 80 à 90 musiciens issus de Paris et de la banlieue qui, comme on peut le voir sur le site de l'OSD, se produisent toujours ensemble avec une quarantaine de dates chaque année. Dans des lieux mythiques, mais aussi dans des salles polyvalentes de quartier, car vous souhaitez décloisonner la musique classique pour l'offrir au plus grand nombre, jusque dans le milieu carcéral. Vous avez d'ailleurs créé votre propre académie il y a 10 ans pour promouvoir le goût de la musique chez les jeunes. Cette année, l'Express vous classe parmi les 100 Français qui nous inspirent. Vous aimez les programmations éclectiques, jazz, musique aborigène ou sud-américaine, classique arabe? Zaya Ziouani, si vous dirigiez un concert d'été ce soir devant nous, quel morceau choisiriez-vous? On l'accueille sous vos applaudissements nourris, s'il vous plaît, Madame Ziouani. Bonjour. 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 Je vous laisse prendre le micro. Et puis, cette émission 28 minutes d'Arte à laquelle vous avez participé est tout de même une bonne émission parce qu'elle permet très vite de faire des portraits. Ils ont l'art de croquer, comme on dit. Et je vais aller jusqu'au bout et je vais reprendre la question qu'il pose à la fin. Si vous aviez à programmer, à jouer un morceau pour ce public d'hospitaliers qui sont là, donc de gens qui vivent la vocation de la santé, la vocation médicale, quel morceau est-ce que vous leur joueriez ? Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre accueil et de me permettre de partager déjà ce petit temps à vos côtés. Écoutez, je pense que je ferai une partie de la réponse que j'avais faite déjà à cette question. Je ressors tout juste de répétition où justement on va présenter ce week-end dans le cadre des Journées du patrimoine et d'autres festivals des programmes. Et vraiment, moi, ce que j'aime beaucoup dans la musique, c'est de pouvoir montrer comment... il y a eu beaucoup de rencontres et de mélanges qui se sont produits. Et donc, il y a une œuvre particulière que j'aime beaucoup qui s'appelle La danse bacchanale de Camille Saint-Saëns, qui est un compositeur français de la fin du 19e, début 20e siècle, qui à son époque était considéré comme très académique, mais qui en même temps c'est aussi beaucoup, a aussi innové dans sa composition en intégrant des musiques... d'autres cultures et particulièrement de la culture algérienne. Alors c'est vrai que ça résonne en moi parce que ça fait aussi écho à ma double culture, mais voilà, c'est une œuvre qui est très intéressante et puis je serais tentée même de dire d'autres œuvres, et là en ce moment on est en pleine commémoration de la naissance de Leonard Bernstein, qui est un grand chef d'orchestre et compositeur, et donc c'est vrai qu'il y a le célèbre film et comédie musicale West Side Story, alors qui est très beau, qui est une très belle comédie musicale, un très beau film, mais avec une musique assez sensationnelle, parce que justement Bernstein a su associer à la fois l'univers symphonique et tout l'héritage un peu de cette culture plus classique avec la musique de jazz. Donc voilà, donc en fait c'est un peu la rencontre des univers que j'aime beaucoup, et donc du coup je vous conseillerais La danse bacchanale de Saint-Saëns et West Side Story de Bernstein.
Donc la playlist est faite. Je voudrais qu'on reprenne un peu à partir de là aussi votre parcours et le projet Divertimento dans ses différentes formes, parce que avec ce qu'on est en train de se dire depuis hier, avec ce que vivent un peu les managers de santé hospitaliers, il y a un certain nombre de parallèles, de points de rencontre qu'on peut avoir et d'éclairage, et c'est tout l'intérêt de vous avoir aussi ici comme grand témoin. Le premier, et on l'a vu, c'est que dans votre parcours, il a fallu, alors c'est la formule est vite dit, casser les codes. Et dans le monde de la musique classique, c'est un monde qui peut être très cloisonné, comme peut l'être certains mondes aussi de la santé ou certains mondes des services publics. Vous l'avez fait, et vous l'avez fait avec, ça a été dit dans le reportage, avec un moteur de vocation très forte. 13 ans, vous vouliez être chef d'orchestre. 16 ans, vous intégrez le conservatoire de Pantin. Et on sait qu'aujourd'hui, quand on travaille dans le soin, il y a aussi derrière une vocation. Qu'on soit professionnel de soins, qu'on soit manager, on ne vient pas dans ce monde-là par hasard. C'est aujourd'hui les logiques de crise de sens que vivent beaucoup de professionnels de soins, de véritables questionnements sur leur vocation. Vous, aujourd'hui, en quoi cette vocation, c'est un, ce qui vous a permis de casser les codes, et deux, dans quelle mesure c'est quelque chose qui doit être cultivé constamment, parce elle peut être perdue ou elle peut être entamée aussi. Oui, alors c'est vrai que bon, moi j'ai commencé au conservatoire à Pantin plus jeune, et en fait c'est à 16 ans que j'ai eu l'occasion de commencer la direction d'orchestre. Alors en fait c'est vrai que moi petite j'avais envie d'être chef d'orchestre, comme parfois on dit plus tard je serai cosmonaute ou président de la République ou pompier ou princesse. Moi je voulais être chef d'orchestre. Alors c'est vrai que comme ça paraît, ça fait rêver, mais c'était pas si évident. Mais je m'y suis accrochée. J'ai eu l'occasion assez tôt de rencontrer justement un grand maître de la direction d'orchestre, et qui m'a fait un petit peu en fait tout de suite basculer dans un aspect plus concret de ce que ça représentait. Habituellement, le métier de chef d'orchestre, on l'aborde plutôt dans une deuxième partie de carrière, c'est-à-dire qu'on est souvent musicien, instrumentiste, compositeur, et puis on aborde la direction d'orchestre dans un second temps. Donc on a l'habitude de voir plutôt des hommes, plutôt des personnes déjà un peu plus âgés. Et donc moi je suis arrivée tôt, comme ça j'ai eu l'occasion de rencontrer la direction d'orchestre et un grand maître qui m'a permis d'apprendre, donc c'était quelque chose d'intéressant. Mais après voilà, quand je suis sortie de cette expérience assez riche avec ce professeur, je me suis retrouvée entre 18 et 20 ans en étant jeune, en étant une femme, en ayant envie d'être chef d'orchestre. Mais après si on reste chez soi et qu'on attend que le téléphone y sonne, c'est sûr que ça ne marchera pas. Parce que voilà, il faut pouvoir avoir de l'expérience. Et donc moi, j'ai voulu créer cet orchestre parce qu'à la fois, je voulais me donner une opportunité de pouvoir diriger, mais parce que j'avais aussi des idées que j'avais envie de développer. Pour moi, c'était très important. En plus, j'ai grandi en région Île-de-France. Il y a énormément d'orchestres symphoniques qui sont présents déjà. Il y a tous les orchestres internationaux qui viennent s'y produire, les meilleurs mondiaux. Donc c'est vrai que si on arrive avec les mêmes idées que tout le monde, j'avais aucune chance de pouvoir justement me développer puis exister. Donc à travers l'orchestre Divertimento, j'ai commencé à réaliser cette vocation de devenir chef d'orchestre. Et puis encore maintenant, c'est vrai que pour moi c'est quelque chose d'important de continuer sans cesse de me réinterroger et de ne pas m'installer dans une certaine zone de confort. Déjà parce que c'est assez facile de rentrer dans une certaine routine et puis de se concentrer dans sa trajectoire personnelle. Quand on est chef d'orchestre, on peut avoir un projet, mais on peut être aussi nommé en tant que chef d'orchestre invité. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est d'être en contact avec le public, avec les personnes, d'être dans la dimension de transmission pédagogique. Et ça, si je veux continuer à avoir ça, il faut que je puisse être vraiment impliquée dans les projets, me réinterroger pour savoir comment je peux aller encore plus loin dans mes recherches artistiques, encore plus loin dans le lien avec les publics, et puis aussi parce qu'on est dans une concurrence qui fait que moi je me produis donc par les idées qu'on a réussi à développer, que j'ai impulsées. L'orchestre Divertimento est maintenant au premier plan du paysage musical, donc on est présent à la fois dans les grandes salles national, international, donc c'est une très bonne chose, aux côtés d'orchestres qui sont, comme je vous le disais, l'orchestre de Berlin, de New York, de Paris, donc qui ont des budgets qui sont 40 à 100 fois plus importants que le nôtre. Donc il faut qu'on arrive à venir avec une exigence artistique qui soit aussi forte que les leurs, mais en ayant évidemment une identité propre, puisque eux ils viennent souvent pour présenter des formats peut-être plus classiques, plus traditionnels, et ils le font extrêmement bien. Et nous, ces formats-là, on les présente, mais dans des territoires où habituellement les gens n'ont pas accès à la culture. Mais dans les grandes scènes internationales, on vient avec une identité, quelque chose de vraiment atypique,
Et c'est ce qui fait qu'on a réussi à faire cette place-là. Et si je ne suis pas sans cesse en train de me questionner, de me réinterroger, d'essayer de trouver des idées qui sont intéressantes, pertinentes, et cohérentes et qui suscitent une certaine réflexion, et si je m'installe dans cette zone de confort-là, j'aurais plus du tout cette place-là. Donc moi, sans cesse, je suis obligée de me réinterroger, pas forcément dans ma motivation, parce que je suis très motivée, mais dans mon travail pour arriver à être toujours au top de la performance. Dans votre parcours, et je dis ce monde de la musique peut être classique à vraiment tous les sens du terme, et c'est un monde où être chef d'orchestre, c'est en effet un homme plutôt avec les cheveux blancs qui a vécu un instrument pour penser tous les instruments après, etc. Et donc en effet vous n'êtes pas du tout dans ce schéma-là. D'où sont venues les plus grandes résistances auxquelles vous avez été confrontés dans votre carrière à vous, pas pour Divertimento, mais pour vous vraiment? Oui, en fait, les résistances, elles sont de plusieurs ordres. Déjà, le premier, c'est d'avoir été jeune. Donc, forcément, moi, je me retrouvais face à une situation où, parfois, quand je lisais dans la presse, tiens, un jeune chef vient d'être nommé à la tête de tel orchestre. Quand je regardais son CV, il avait déjà 40, 45 ans, 50 ans. Alors, je ne préjuge pas que c'est un âge jeune, mais bon, j'avais 20 ans à l'époque, j'avais envie de pouvoir diriger avant. Donc ça, c'est le fait d'être jeune. Le fait d'être une femme aussi. Il faut savoir que le milieu de la musique symphonique, c'est un milieu qui est très masculin, historiquement. Il y a encore 20 ans de cela, il y a des orchestres en Europe où les femmes étaient interdites. Donc voilà, donc ça prend du temps, même dans l'orchestre, d'avoir une certaine parité. On en est encore très loin dans certains orchestres. Il y a eu beaucoup de progrès dans d'autres. Et dans certains instruments, vous trouvez par exemple encore que des hommes, dans les pupitres de cuivre, de percussion par exemple, parce que voilà, c'est des traditions, donc ça commence petit à petit, tout doucement à changer. Donc, et donc de fait, la personne qui représente l'autorité dans un orchestre, à savoir le chef d'orchestre, la chef d'orchestre, c'est vraiment rare jusqu'à présent qu'il y ait des femmes. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, j'ai souhaité créer mon orchestre parce que je savais aussi qu'on ne me donnerait pas cette opportunité, parce que je ne voyais aucune femme diriger. Déjà en tant que chef d'orchestre invité, mais aussi en tant que directeur musical, parce que quand on est directeur musical, c'est là qu'on peut faire les choix de stratégie artistique, pédagogique, le recrutement, donc vraiment être partie prenante du projet. Et donc moi, je ne voulais pas simplement qu'on m'appelle pour diriger le programme musical que personne n'avait envie de faire. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a 20 ans, il n'y avait aucune femme à la tête des orchestres nationaux en France. 20 ans après, il n'y a toujours aucune femme à la tête des orchestres nationaux en France. Et il n'y en a eu aucune entre-temps. Donc c'est vrai que, heureusement que je n'ai pas attendu. Donc les résistances, elles sont encore très fortes de ce point de vue-là. Et il n'y a encore pas très très longtemps, malheureusement, dans certaines négociations auprès des institutions au niveau de l'État, on m'a encore dit, vous savez, en France, on n'est pas prêt à avoir des femmes diriger les orchestres nationaux. Donc les résistances, elles sont fortes. Elles sont le fait d'être une femme, d'avoir été jeune à cette époque-là, et puis aussi d'avoir un parcours différent, d'avoir grandi en Seine-Saint-Denis, donc d'avoir une origine sociale surtout différente, culturelle un petit peu. Et donc du coup, moi j'ai des idées aussi différentes de défendre la musique partout sur tous les territoires. Alors c'est très important de le faire dans les grandes salles de concert, mais aussi dans des territoires à dimension urbaine, rurale. Et c'est vrai que les résistances, je les ai aussi rencontrées parce qu'on est dans un univers institutionnel, culturel, qui ne veut pas forcément faire évoluer les choses. Parfois même des gens qui ne veulent pas voir d'autres profils arriver dans cet univers-là. Donc ça m'arrive encore parfois maintenant de faire des réunions auprès des grandes institutions. On est plusieurs représentants d'orchestres et où, par exemple, souvent je suis la seule femme autour de la table, la seule qui a moins de 50 ans et la seule qui ne porte pas de nom à particules. Donc du coup, il y a encore beaucoup de changements à faire, même si maintenant, dans les discours politiques, ça commence à évoluer. Mais bon, ça doucement. De cette vocation et de ces résistances est né un peu le projet Divertimento. Elles ont façonné ce projet et les résistances auxquelles vous avez été confrontés et la vocation que vous avez portée et qui en fait vraiment son excellence et sa singularité. Avec plusieurs axes sur lesquels qu'on va regarder rapidement pour la question de la salle après, qui sont ont des résonances par rapport aux hospitaliers. D'abord, il y a une chose qui est forte, c'est que vous dites je recrute des musiciens polyvalents et je veux qu'ils aient un esprit d'équipe fort. Alors que généralement, dans un orchestre, on dit toi tu sais très bien jouer du violon, tu es un très bon technicien, je te prends. Et c'est aussi un enjeu dans le monde hospitalier. Est-ce qu'on prend des gens qui sont très très spécialisés, est-ce qu'on cherche des profils un peu dans la polyvalence, qui valorisent beaucoup l'esprit d'équipe? Est-ce que ça a été facile de trouver ces profils-là? Alors dire je veux des musiciens polyvalents avec un esprit d'équipe, c'est une chose de le dire. Est-ce que ça a été facile de les trouver et est-ce que ça fait un alliage au final vraiment très particulier et très différent?
Alors oui, un collectif différent des autres, ça c'est certain, parce qu'il y a beaucoup de projets, de programmes artistiques que nous sommes les seuls à pouvoir porter. Alors je dis ça très sereinement et en toute humilité, mais parce que c'est aussi le résultat de 20 ans de travail, et puis de temps qu'on a consacré à travailler un certain nombre de choses. Tout à l'heure, il est expliqué dans le documentaire que voilà, on abordait des styles très différents. En effet, des musiques qui peuvent être les musiques de jazz, les musiques extra-européennes. Et donc, du coup, moi, ce que je souhaitais, c'était pour pouvoir avoir cette identité forte, avoir des musiciens qui soient très bons musiciens d'orchestre classique, mais qui tous pouvaient apporter quelque chose d'autre au projet de l'orchestre. Donc, certains sont spécialistes aussi du jazz, d'autres sont spécialistes des musiques d'Afrique du Nord, d'autres sont spécialistes des Balkans, d'autres sont très bons dans la pédagogie, par exemple. Et c'est vrai que dans notre milieu musical, parfois, encore maintenant d'ailleurs, mais c'était très fort il y a 20 ans, souvent, il y avait des cloisonnements qui étaient quand même très, très forts avec les artistes d'un côté, les enseignants de l'autre, les musiciens classiques d'un côté, les musiciens de jazz d'un côté, les musiciens de la musique contemporaine d'un autre côté, les musiques du monde d'un autre. Et en fait, il n'y avait pas du tout de lien entre tous ces univers. Et ça paraissait même dévalorisant de se dire, si on disait, tiens, moi aussi j'enseigne, ça voulait dire qu'on n'était pas forcément un bon artiste et que si on enseignait, ça veut dire qu'on n'avait pas réussi à être un bon artiste et qu'on n'était pas bon. Et donc souvent, d'ailleurs même ça m'est arrivé dans des réunions d'avoir des gens qui se moquaient un petit peu de mon projet ou même de nous. Mais ce qui était peut-être dévalorisant il y a 20 ans, moi j'en ai fait au contraire l'ADN de notre projet et c'est ce qui fait notre force maintenant, de pouvoir être présent sur des projets très différents. Du premier concert au dernier concert, ce sont les mêmes musiciens, mais avec chacun qui sont mis en avant dans certains projets. Et puis une action culturelle, tout à l'heure aussi c'était précisé, donc c'est-à-dire tous les projets qu'on fait en direction des publics, que ce soit les publics scolaires. Ça, le territoire est très important. On sort d'une table ronde sur la territorialisation. Vous êtes très présent sur le territoire, les territoires, le monde pénitentiaire aussi d'ailleurs. Alors, c'est vertueux, c'est bien, c'est au-devant des publics. Qu'est-ce que ça apporte et ça change à l'art que vous pratiquez et à ce qu'est l'excellence musicale d'un ensemble comme Divertimento, d'être présent sur autant de front et d'aller vers l'intelligence de son territoire? En fait, nous ce qu'on voulait, moi ce que je voulais, puisque partagent les musiciens, alors simplement juste pour finir votre question d'avant, ça n'a pas été simple dans un premier temps de trouver les musiciens. Maintenant, on a une bonne équipe et surtout, parfois, on peut avoir des gens qui peuvent aussi avoir les bonnes compétences, mais pas forcément l'esprit pour travailler. Et ça m'est arrivé parfois de me séparer de gens qui étaient extrêmement bons, mais qui n'étaient pas dans cette dimension de faire passer l'intérêt du collectif en premier, d'être justement, et pour faire le lien avec votre deuxième question, quand on est amené à jouer à Sevran, à Vaux-en-Velin, à Hénin-Beaumont, à Béziers, des fois, ça ne fait pas forcément rêver sur le papier, mais après, nous aussi, on est aussi présents à la Philharmonie de Paris, au Grand Théâtre de Provence, à l'international, et moi, je voulais des musiciens qui ne choisissent pas à quel moment ils vont s'investir et à quel moment ils ne vont pas s'investir. Donc ça, c'était quelque chose de très important. Et puis, nous, la dimension artistique, en fait, on l'a toujours conçue en soi comme quelque chose d'excellent et de justement pas faire moins bien parce qu'on était dans un endroit où il n'y avait pas d'enjeu. Et il y a bien une expérience qui m'a... si je peux tirer une leçon de toute mon expérience, c'est de jamais relâcher l'attention parce que parfois on rencontre toujours des gens improbables, un programmateur d'une très grande salle de concert qui vient vous voir dans un tout petit village. Voilà, donc du coup, en fait, même pour nous et vis-à-vis du public, et c'est le lien avec le public qui nous anime beaucoup. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on est au plus près des territoires, on peut créer ce lien plus facilement, de plein de façons différentes. Quand on est à la Philharmonie de Paris, on vient, on fait notre concert, c'est une salle prestigieuse, mais après c'est rare de rencontrer le public, on rentre chez soi. Bon, on a pris beaucoup de plaisir, c'est notre métier, c'est super, mais moi j'ai fait ce métier-là aussi pour être dans le contact avec le public. Quand on est dans d'autres salles de concert, ce contact, on peut plus facilement l'avoir à la sortie des concerts, et surtout souvent autour de tout ce travail de concert, puisqu'on a mis en place pas mal de projets d'actions culturelles, comme je l'expliquais, pour nous permettre de créer ce lien. Alors c'est vrai que quand vous faites le concert, c'est pas évident sur 2 heures de pouvoir créer ce lien, donc on essaie de le faire à côté, et on est en lien, alors soit dans les établissements scolaires, soit dans les centres sociaux, les maisons de quartier, les centres de loisirs, le tissu associatif, parfois même avec les bailleurs sociaux. Et on met en place des actions de découverte, de rencontres, où les musiciens vont rencontrer les publics, moi-même aussi. Ce sont toujours les musiciens ou moi-même qui est
qui sommes investis sur cette dimension-là, parce que parfois dans d'autres orchestres, c'est des gens qui sont spécialisés dans la pédagogie, ce qui est très bien, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'après, les publics nous voient sur scène et voient cette dimension-là, et ça change complètement le rapport. Et donc, ça nous permet, au travers de toutes ces actions-là, d'aller là où sont les gens, de les rencontrer, de partager avec eux la musique, de leur faire découvrir notre univers, et après de les avoir au concert. Donc, ce lien-là nous permet souvent d'avoir aussi des adhérents et puis des personnes qui restent fidèles aussi à nos concerts, et surtout qui s'inscrivent dans une pratique culturelle alors qu'ils ne l'auraient pas fait avant. Et puis voilà, puis pour nous c'est important, et surtout maintenant de changer également la physionomie des publics dans les salles de concert. Et il y a encore souvent quand vous allez dans les salles de concert, on voit peu de diversité sociale et culturelle. Quand vous venez nous voir à Stein, c'est à l'image de la population de la Seine-Saint-Denis, de l'Île-de-France, de notre France, avec toute cette diversité sociale et culturelle. C'est pas arrivé en un jour, c'est 20 ans de travail, mais c'est en ayant cette démarche-là d'être vraiment présent sur les territoires que ça nous a permis de la développer. Un aspect clé, c'est que vous prenez du temps pour aller sur ces territoires-là, et vous prenez du temps aussi pour enseigner, et pas simplement pour interpréter. Et souvent, on a tendance à dire, d'un côté, il y a les interprètes, puis de l'autre côté, il y a les professeurs de conservatoire qui jouent aussi, mais on est un peu l'un ou l'autre. Dans quelle mesure la pédagogie, c'est un élément clé et fondamental pour être un bon musicien, pour être un bon interprète, pour vous et pour vos musiciens aussi? Dans quelle mesure savoir bien enseigner, c'est aussi quelque chose d'essentiel pour savoir bien jouer? En fait, c'est vrai que la transmission pédagogique, elle est pour nous essentielle, et le projet de l'orchestre, il est articulé autour de 3 axes très importants. Il y a la dimension artistique, les concerts, il y a toute la dimension d'aller à la rencontre des publics et de sensibilisation des découvertes, et il y a toute la dimension transmission pédagogique et formation. Et quand on va s'installer sur un territoire, et souvent pour faire le lien avec la question précédente sur les territoires, nous, en règle générale, on va et on s'installe minimum pour une période de 3 ans. Alors c'est souvent la demande de collectivité, parce que maintenant il y en a beaucoup qui sont conscients que c'est important de développer cette dimension culturelle. Et donc on a besoin de ce temps-là, parce qu'autour d'un concert, vous venez une fois, vous repartez, même si on fait quelques actions autour, c'est pas là-dessus qu'on met en place des habitudes, puis qu'on a le temps de faire cette rencontre avec les publics. Donc on prend ce temps-là, en effet. Et la transmission pédagogique, pour nous, c'est important, parce que déjà, d'une part, on trouvait que c'était intéressant de sensibiliser les personnes, les enfants aussi, mais qu'à un moment donné, c'était dommage de s'arrêter là et de ne pas faire en sorte qu'ils puissent eux-mêmes pratiquer la musique. Et donc, l'orchestre, c'est vraiment un endroit qui est fantastique, parce que c'est un groupe, c'est un collectif. Chacun, en fait, la force de l'orchestre, c'est les individualités de tout le monde, mais c'est aussi que tout le monde aille dans le même sens. Et donc, le fait, nous, quand on apprend l'instrument à des jeunes, ou alors on va les retrouver déjà dans un moment de leur parcours où ils ont déjà investi beaucoup de temps. À l'adolescence, c'est pas toujours facile. Ils sont à un moment où ils réinterrogent leur motivation. Donc nous, on essaie d'intervenir dans ces moments un peu clés, au début, au milieu, à la fin de leur parcours, au moment où ils doivent s'insérer professionnellement pour ceux qui le souhaitent, pour justement leur permettre d'intégrer le projet professionnel et d'intégrer l'orchestre divertimento professionnel pendant un certain temps. Même si on a 8 ans, même si on a 15 ans, même si on a 22 ans et qu'on n'est pas professionnel, moi je leur dis, ce qui m'intéresse, c'est votre attitude professionnelle. Ça ne m'intéresse pas de savoir qui gagne de l'argent avec la musique ou pas. Donc ils ont évidemment du matériel adapté à leur niveau, ceux qui ont 8 ans, ceux qui ont 15 ans, ceux qui ont plus. Mais par contre, une fois qu'ils ont ça, on leur inculque tout un travail artistique, enfin une méthodologie, une exigence qui est celle des professionnels. Et donc du coup, nous, nos musiciens, ils sont obligés d'être exemplaires par rapport à ça. Chaque musicien, chaque enfant a un tuteur au sein de l'orchestre. Et donc, du coup, quand ils sont dans l'orchestre, les enfants bénéficient déjà d'une expérience. Et quand vous êtes à l'intérieur de l'orchestre, si un jour vous avez l'occasion de vivre ça, ou peut-être qu'on essaiera d'organiser ça une prochaine fois avec un ensemble et d'être à l'intérieur, il y a une énergie qui est vraiment, enfin, qu'on ne peut pas ressentir ailleurs. Et donc, le jeune musicien profite de cette énergie-là, profite de l'expérience. Et souvent, sur les répétitions que nous faisons, les jeunes, et même leurs professeurs nous le disent, ils font presque plus de progrès sur quelques répétitions que sur une année entière, parce qu'ils bénéficient de ça. Donc nous, nos musiciens, ils sont tous très engagés dans la pédagogie, parce que déjà, ça les amène à être aussi exemplaires, à faire ce lien avec la transmission. Et puis nous, on retrouve aussi du coup plus de sens, parce qu'on retrouve plus de diversité sociale et culturelle aussi dans ceux qui pratiquent la musique. Et donc peut-être que dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, parce qu'il faut quand même au moins 15 ans pour former un musicien professionnel minimum, et on retrouvera aussi cette diversité dans les orchestres. On commence à le retrouver un peu chez nous, puisque comme on fête nos 20 ans, on a aussi des filles au trombone, on a une jeune fille d'origine malienne au trombone, on a
des filles aux percussions, à la trompette, au trombone. Donc ça commence petit à petit aussi à arriver. Donc on est assez conscient et confiant qu'on a besoin de ces nouveaux profils, de ces nouvelles énergies dans l'orchestre. Donc c'est pour ça qu'on est tous engagés aussi sur cette dimension de la transmission pédagogique. C'est quelque chose aussi qu'on dit depuis hier, c'est travailler à travers cet engagement sur le territoire et cette pédagogie, travailler l'écoute pour s'écouter et pour écouter les autres. Je voudrais qu'on voit la salle et notre salle qui nous écoute très attentivement. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vois déjà les doigts se lever dans l'obscurité. Madame, si vous pouvez vous présenter très rapidement. Bonjour. Catherine Ladger, vice-présidente du syndicat des managers publics de santé, directrice d'hôpital à Neuilly-sur-Seine. Madame, votre intervention a forcément des résonances immédiates pour nous, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, quand on arrive à l'école de la santé, quand on apprend le métier de directeur d'hôpital, l'une des premières représentations picturales ou culturelles qu'on nous donne pour incarner notre métier, c'est que nous sommes des chefs d'orchestre. Voilà. Nous sommes des organisateurs, ou nous tenterons d'être des organisateurs, des chefs d'orchestre dans la grande symphonie des métiers hospitaliers, plus de 200 métiers à l'hôpital à organiser. Et donc, nous nous retrouvons forcément avec la description très passionnée et passionnante de votre métier dans cette perspective et dans cette communauté de vues et dans ces exigences du métier. La deuxième, c'est que, vous l'avez dit, vous avez un parcours de femme dans un milieu d'hommes âgés, dans un pays âgé. Nous avons aussi cette difficulté dans notre métier. Bien que le monde de l'hôpital et de la santé publique en France soit représenté par une majorité de femmes, elles n'occupent pas les premiers rangs, puisqu'elles sont souvent infirmières, aides-soignantes, elles occupent des métiers logistiques, mais il y a encore assez peu de chefs de service et assez peu de chefs d'établissement, et plus on s'élève et moins on trouve de femmes. Donc là aussi, votre parcours est une leçon pour nous, un exemple, et notre syndicat est engagé dans la promotion de l'égalité professionnelle, mais il y a encore beaucoup à faire, et justement, parmi toutes ces choses à faire, s'il y avait pour vous une préconisation, pour nous qui allons entrer en campagne électorale, qui allons être auprès des pouvoirs publics pour réclamer du changement, quelle serait-elle à votre avis pour que les choses changent, pour que ceux qui, comme vous, ont raison avant tout le monde sur des choses aussi importantes puissent aboutir? On vous demande des playlists de musique, on vous demande des préconisations syndicales. Eh bien, bienvenue. Alors, très sincèrement, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à votre question. En tout cas, pour pouvoir peut-être vous un petit peu aller dans les réflexions que vous venez d'évoquer. En fait, nous, on se retrouve aussi parfois, il y a 20 ans, ce que j'explique, je vous disais tout à l'heure, les idées que j'ai voulu mettre en place. Pour moi, tout le monde me disait, dans les réunions où j'allais défendre mes projets au ministère, on me disait non, mais de toute façon, votre projet, il n'a pas de sens. De toute façon, il faut être soit artiste, soit enseignant, soit il faut vous investir dans la dimension locale, soit nationale, soit internationale, mais ce n'est pas possible de faire les trois. Alors que justement, c'est ce qui fait la richesse de mon projet. Bon, ces mêmes personnes-là, je les ai rencontrées la semaine dernière dans un entretien avec la ministre de la Culture, parce que dans les discours, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus être attentifs à ces dimensions-là, que d'avoir simplement, en tout cas dans le milieu culturel, d'avoir des fonds qui sont essentiellement concentrés sur quelques établissements et qui ne rayonnent pas du tout sur l'ensemble par exemple des territoires, des publics. Donc, il commence à y avoir un petit peu d'évolution. C'est pas simple parce qu'en même temps, on demande maintenant aux artistes d'être impliqués dans la vie, dans l'éducation, dans la cité, sauf que dans la formation à proprement parler des artistes, on ne les forme pas à ça. Et c'est vrai que moi, j'ai fait mon parcours de chef d'orchestre. À côté de ça, j'ai fait mes diplômes pour être directeur de conservatoire. J'ai passé mes diplômes de pédagogie pour la pratique d'orchestre. J'ai fait mes études de recherche en musicologie pour pouvoir... Et en fait, j'ai tout fait un peu moi-même. Il n'y a pas un endroit où quand vous allez pour être formé pour être enseignant ou pour être artiste, vous êtes encore juste formé pour un aspect et pas une dimension qui soit beaucoup plus ouverte et beaucoup plus en lien avec la réalité du métier de terrain. Alors nous, on essaye à notre mesure, parce que l'Orchestre Divertimento et son académie
Voilà, on n'a pas non plus des moyens délirants, mais on essaie de faire en sorte que quand on forme des jeunes qui vont plus tard intégrer le milieu professionnel, les amener à pouvoir avoir ces expériences-là, parce que maintenant, un musicien, il doit être en capacité de pouvoir aussi se présenter auprès d'un public, présenter les œuvres, aller en milieu rural, aller en milieu carcéral, pardon, voilà, pouvoir présenter. C'est pas une chose simple quand on n'est pas habitué à ce type de rapport, pouvoir expliquer des choses à des enfants, à des plus âgés. Donc, et ça, ils sont pas du tout formés à ça. Et donc, nous, on essaye dans notre académie de les former au métier de musicien d'orchestre, tant sur la place artistique qu'ils vont avoir dans l'orchestre que sur ces choses-là. Donc, on les emmène avec nous en milieu carcéral, en tournée, en enregistrement, en projet en établissement scolaire pour essayer de leur donner cette expérience-là et qu'après, plus tard, ça en fasse justement des professionnels en tout cas plus outillés pour être dans la vraie réalité de ce qu'on demande maintenant. Et puis après, moi j'essaye, il n'y a pas un jour où je ne fais pas de la pédagogie auprès des institutions publiques, pour arriver à leur faire comprendre qu'il faut arriver à faire changer justement ces cadres, parce que encore maintenant, on dit dans les discours, il faut des projets qui soient ouverts sur le territoire, ouverts sur la pédagogie, et dans les cadres qui sont donnés par la DRAC et le ministère de la Culture, c'est artistes d'un côté, c'est en milieu, c'est sur les territoires d'un côté, l'action sociale, c'est l'action pédagogique. On coche les cases. Et on coche les cases, et encore maintenant, on me dit, mais Zaya, c'est bien. Et la ministre elle-même n'a même pas pu me donner une réponse la semaine dernière parce qu'on demande à ce que des projets puissent essaimer sur les territoires, sauf que le ministère de la Culture vous dit, nous, on n'a pas vocation à financer en direct, donc on ne peut pas financer la dimension nationale de votre projet. Et la DRAC dit, moi, je vais financer que la région Île-de-France. Donc, il n'y a aucun endroit où, à un moment donné, on dit, votre projet, il est bien, et on va essayer de le financer dans sa globalité parce qu'il a du sens. Donc, c'est vrai que c'est encore un chemin qui est assez long. Alors, je n'ai pas du tout de préconisation à vous donner, mais de vous dire qu'il faut continuer à être persévérant et aussi être peut-être beaucoup dans la pédagogie auprès des institutions. Il y a des choses qui commencent à changer maintenant que je ne voyais pas avant. Et puis aussi de continuer nous, on essaye à notre mesure de montrer que les femmes, en tout cas en tant que moi en tant que chef d'orchestre ou dans d'autres, nous c'est les chefs de pupitre dans notre orchestre, d'essayer aussi de les mettre pas juste parce que c'est des femmes, mais parce qu'il y en a beaucoup qui sont aussi très compétentes. Et on a aussi il y a vraiment une très belle parité dans notre ensemble qui s'est faite assez naturellement. Mais c'est vrai que ça permet aussi aux jeunes générations parfois de voir des garçons jouer de la flûte et de la harpe et de voir aussi des filles au pupitre de trompette et de contrebasse. Donc voilà, on essaye aussi beaucoup en termes de représentation de montrer aux jeunes qu'ils peuvent se projeter aussi peut-être dans des univers au départ qui s'interdisent mais qu'en fait qui sont aussi faits pour eux. Alors ça prend aussi un peu de temps mais voilà, on essaie d'être aussi investi sur ce terrain. De belles préconisations. Est-ce qu'il y a une autre question, un autre commentaire, témoignage au parcours porté? Oui. Oui, bonjour. Marie Yance, je suis déléguée nationale au SMPS et je suis de formation directrice d'hôpital. J'étais auparavant directrice adjointe dans un hôpital de Seine-Saint-Denis. Je vous remercie pour votre présentation et comme le disait Catherine, effectivement, ça fait écho à beaucoup de choses que l'on peut rencontrer sur le terrain. Il y a une autre similitude peut-être qu'on peut tracer et que vous avez à peine effleuré par le temps malheureusement, mais c'est quand vous êtes face à votre orchestre, vous faites face à des individus, à des musiciens qui appartiennent à des origines différentes, qui ont des formations différentes, qui ont des personnalités différentes, et on imagine les musiciens parfois ont des personnalités fortes, comme ce qu'on peut retrouver dans nos établissements, dans des équipes ça je confirme. Parfois, voilà, des personnalités qui peuvent être parfois compliquées à gérer. Et ma question, elle est toute simple en fait, c'est comment est-ce que vous faites pour fédérer, pour faire en sorte de faire vivre ce collectif composé finalement d'individus et d'individualités parfois. Comment vous êtes manager, on peut le dire autrement. Exactement. Oui, alors en effet, c'est pas simple parce que dans un orchestre, on a parfois 80, 100, 120, 150 musiciens, parfois même si c'est moins, avec des musiciens qui ont tous des vies, des personnalités différentes et puis qui ont aussi parfois une responsabilité dans l'orchestre et une mission différente. Le joueur de percussion qui va parfois intervenir qu'à certains moments, qui seront certes des moments clés, mais voilà, il faut arriver à capter chez lui une certaine attention et à susciter chez lui une certaine implication et attention malgré tout au long de l'œuvre. Vous aurez des
des plus besogneux comme les bois ou les violons qui vont jouer tout le temps dans des choses très difficiles. Donc souvent je dis qu'en fait on est dans un orchestre mais on ne fait pas du tout le même métier. Et quelque part c'est un peu comme ça parce que voilà, ils ne sont pas tous exposés de la même façon. Donc moi ce que j'essaye c'est déjà d'arriver à, dans le répertoire qu'on va jouer tout au long de l'année, d'arriver à avoir quelque chose qui permet tout au long de l'année de valoriser tous les pupitres de l'orchestre, parce que parfois, sans rentrer trop dans la technique, mais par exemple si vous jouez du Beethoven, du Brahms, bon, bah, vous allez avoir beaucoup les flûtes, les bois, les cordes qui vont avoir à jouer, les cuivres un peu moins, percussions un peu moins. Donc si vous faites ça tout au long de l'année, c'est difficile d'entretenir chez eux aussi une certaine motivation. Donc il y a d'autres répertoires et aussi d'autres projets, comme je vous le disais, tout au long de l'année qu'on va faire et où, par exemple, les cuivres vont être très sollicités par moment, les bois à d'autres, les cordes à d'autres. Certains vont être très sollicités dans les projets pédagogiques, d'autres dans les projets de rencontre, d'autres dans la conception même pédagogique de certains de nos dispositifs. Donc, en fait, moi, ce que j'essaie, c'est de pouvoir les impliquer tout au long de l'année dans aussi des missions un peu plus différentes et pas simplement juste celle de jouer leurs morceaux à l'endroit où ils sont. Parfois, moi aussi, il y a des fois, on a besoin de solistes, donc j'essaie aussi de valoriser les forces dans l'orchestre, parce qu'aussi, on a une hiérarchie à l'intérieur de l'orchestre qui se crée, et parfois, il y a des musiciens qui aimeraient bien être à la place de la trompette solo, à la place de la flûte solo, et que de temps en temps, c'est bien quand on valorise aussi... qu'on montre aussi que cette place-là, elle a été méritée et qu'elle est légitime. Donc voilà, donc du coup, et puis bon, moi, dans mon travail de répétition, il y a aussi un rythme à donner pour que les moments où ils jouent pas, les moments où ils jouent. Donc c'est souvent un savant mélange avec tout ça. En tout cas, d'une façon générale, c'est vrai que comme je vous le disais, le recrutement, pour moi, il est très important parce qu'il prend aussi cette dimension-là d'être capable de pouvoir se mettre en second plan et puis après d'être capable de se mettre au premier plan et de faire ce va-et-vient et de ne pas avoir des gens qui disent « Ah bah tiens, moi j'ai envie d'être tout le temps soliste ou tout le temps sollicité. » Donc voilà, donc c'est pas toujours facile, hein, je vous l'accorde. En plus, il y a aussi une certaine culture musicale, une certaine tradition qui fait que souvent dans les cordes et les bois, vous avez plutôt des gens qui sont plutôt originaires de milieux plutôt bourgeois, une certaine descendance de l'aristocratie, parce que c'était les instruments qu'on pratiquait dans les familles aisées, et puis que les cuivres et percussions, c'est plutôt des origines beaucoup plus populaires, parce que c'est ce qu'on joue voilà, dans les villages, à la sortie de la mine aussi. Donc on retrouve encore ça avec donc, du coup, des cuivres où parfois ce sont des hommes, parfois un peu bourrins, donc il faut arriver justement à révéler chez eux une certaine élégance et puis et aussi voilà, et à s'associer. Donc parfois on part en tournée et c'est ce qui est fantastique dans un orchestre, c'est que c'est vraiment une micro-société. Vous avez des grands, des petits, des expansifs, des timides, des gens très élégants et d'autres un peu plus voilà, un petit peu plus rustiques, et il faut arriver à en faire voilà, une unité, et donc ça c'est un travail qui m'incombe aussi beaucoup, et puis je m'appuie aussi sur des personnes qui me relaient, qui relaient mon autorité auprès de l'orchestre, auprès des chefs de pupitre. Donc voilà, mais en même temps, c'est ça aussi qui fait la force de ce projet-là. Et humainement, c'est vrai que parfois, comme je disais tout à l'heure, ça m'est arrivé de me séparer de certaines personnes qui jouaient bien, mais parce qu'humainement, ne s'intégraient pas dans le projet. Moi, j'ai cette latitude-là parce qu'on est sur des projets, alors c'est pas toujours facile partout, et je sais que c'est pas toujours la solution aussi, mais par exemple, comme moi, je les embauche, ils ont tous une activité à côté, professionnels dans la musique. Certains sont enseignants, d'autres sont musiciens dans les orchestres militaires ou dans d'autres orchestres. Leur activité principale dans l'orchestre symphonique, c'est avec Divertimento. Mais à un moment donné, moi, je veux surtout pas qu'ils dépendent de l'activité de l'orchestre Divertimento, parce que, même s'ils gagnent leur vie avec ça aussi, hein, mais il n'y a pas de problème, parce que aussi, moi, je me nourris beaucoup de ce qu'ils sont capables de faire à côté, et puis que ça crée sans cesse aussi une certaine émulation, et qu'ils savent que le jour où ils ne seront pas performants tant sur l'aspect humain, d'engagement que technique, eh ben, il y a 15 personnes qui peuvent les remplacer. Donc, il y a toujours une sorte de petite compétition. Et puis, peut-être simplement aussi, pour aussi répondre à la question de la dame tout à l'heure, enfin, je ne sais pas si ça y répondra, mais simplement, je voulais dire que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, là aussi, on a essayé peut-être d'innover un petit peu, c'était de pouvoir mettre autour de la table des gens très différents. Souvent les orchestres ou les lieux culturels, ils font leur travail, et dans le milieu culturel on avait aussi parfois une certaine arrogance de penser qu'on pouvait tout faire tout seul. Nous, on a beaucoup de compétences au sein de l'orchestre, mais il y a aussi des choses qu'on ne sait pas faire, et donc nos résidences et ce travail-là, il a été aussi possible parce que moi j'ai réuni autour de la table des compétences très différentes, des travailleurs sociaux, des élus locaux, des mécènes, des enseignants de
de l'éducation nationale, des gens des médiathèques, et que parfois, quand on a besoin de travailler sur une problématique précise ou d'enrichir nos dispositifs ou d'aller mieux auprès des publics, eh ben, on bénéficie aussi de ces compétences-là que nous n'avons pas. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on arrive un peu mieux que d'autres orchestres à faire ce travail-là. Après, ce n'est pas toujours réussi. Il y a des moments où c'est très difficile, il y a des moments où on a d'excellents résultats, d'autres fois où ce n'est pas simple. Donc on réfléchit, on se réinterroge. Et aussi, ce qui est intéressant pour nous, pour peut-être finir avec cet aspect-là, c'est qu'au début, on s'était installé principalement en région Île-de-France. On continue à être très présent dans cette région, mais aussi avoir d'autres expériences dans d'autres régions. Et c'est vrai que quand vous êtes à Nîmes et que 3 jours après, vous allez à Lens, ce n'est pas du tout les mêmes territoires, ce n'est pas du tout les mêmes... Même si on peut avoir des objectifs qui peuvent être communs, mais la façon de les réaliser... Et c'est peut-être là-dessus où nous, on est sans cesse dans ce questionnement, c'est de savoir où est-ce qu'on peut amener les gens, comment on peut les amener. Et c'est là où vraiment, d'un territoire à l'autre, on est obligé d'opérer différemment parce que ce n'est pas les mêmes publics, ce n'est pas les mêmes problématiques. Et c'est en ce sens où on est en question, en renouvellement de ces questions très régulièrement en fait. Merci beaucoup. Merci à vous pour vos témoignages, vos éclairages et des lumières qui finissent bien et résonnent bien avec ce que sont les managers de santé et ce qu'on s'est dit depuis 2 jours. Je pense qu'on peut vous applaudir très fort. Merci. Merci. Merci.